Bonjour à tous et bienvenue à Bonheur Canin, l'émission qui vise à vous en apprendre davantage sur les chiens et leurs besoins, afin que nous tous, comme humains, nous soyons en mesure de leur rendre tout le bonheur qu'ils nous apportent. Mon nom est Sophie Thibault, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui à l'émission, on parle de la santé du chien. La santé de nos chiens, un peu comme celle des humains, comporte principalement deux aspects, la santé physique et la santé mentale. Dans les deux cas, les problèmes causent des impacts négatifs sur le bien-être du chien, donc c'est à nous, comme propriétaires, d'investiguer pour trouver la source du problème et évidemment une solution appropriée. On pourrait penser que la santé physique et la santé mentale du chien sont deux choses complètement indépendantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, un problème de santé va occasionner un changement de comportement chez notre chien. Dans ce moment-là, si on ne consulte pas un vétérinaire, on pourrait penser que le problème est strictement d'ordre comportemental et là, on pourrait se mettre à faire toutes sortes d'exercices avec le chien pour modifier le comportement. Mais les exercices seraient complètement inutiles parce que dans le fond, le problème est un problème de santé qui n'est pas traité. Il y a aussi des moments où c'est important d'intervenir sur les deux plans en même temps, donc sur le plan physique et sur le plan mental. Les vétérinaires et les comportementalistes doivent à ce moment-là travailler en complémentarité. Par exemple, je pourrais avoir un chien super anxieux. Le vétérinaire, lui, devrait évaluer le chien, pourrait diagnostiquer son état anxieux et au besoin identifier une molécule qui viendrait abaisser le stress du chien. Parallèlement à ça, le spécialiste du comportement canin, lui, pourrait travailler avec le propriétaire du chien pour aménager l'environnement de vie du chien, faire de la gestion d'environnement pour éviter que le chien tombe constamment en anxiété dans son quotidien. Le spécialiste du comportement canin pourrait également travailler avec le propriétaire sur des exercices de désensibilisation face à certains stimuli qui sont particulièrement anxiogènes pour le chien. Et finalement, on pourrait faire aussi du contre-conditionnement pour changer l'état émotif du chien face à certaines situations. Donc, on voit ici que de travailler de concert peut vraiment nous aider à avoir les meilleurs résultats possibles. C'est justement pour parler de ces deux aspects-là de la santé du chien que je rencontre aujourd'hui Francine Morin, qui est consultante certifiée en comportement canin pour l'entreprise Compagnon Comportement Animal. Mais tout d'abord, je suis à l'hôpital vétérinaire Prévost où je viens rencontrer Stéphanie Daigneault, directrice clinique et technicienne en santé animale. Bonjour Stéphanie, bienvenue à Bonheur Canin. Merci. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui pour parler de la santé physique de nos chiens. D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander, pour les gens à la maison qui s'apprêtent à accueillir un petit chiot, c'est quoi les soins vétérinaires à prévoir là, pour les premiers mois quand le chiot arrive? Bien, c'est sûr qu'en premier lieu, c'est un examen vétérinaire complet. Le vétérinaire va donner les vaccins appropriés à l'animal selon ce qu'il est dû, selon ce que l'éleveur a peut-être donné aussi là, comme vaccin. Les vermifuges, évidemment très important, et la prévention là, des parasites externes comme les puces, les tiques. Prévoir rapidement un rendez-vous là, quand vous prévoyez avoir un animal parce qu'il peut y avoir de l'attente et les délais entre les vaccins là, sont maximales, sont de 4 à 6 semaines. Il va y avoir un vaccin par mois environ 3-4 mois de différence entre chacun avec toujours là, les vermifuges et prévention à chaque fois. Là. Puis ce serait quoi les soins qui sont à prévoir tout au long de la vie du chien, là, les soins récurrents? Puis pourquoi c'est important de faire un suivi régulier avec notre vétérinaire? Les vaccins qui sont à répéter, il y en a qui sont homologués 1 an, d'autres 3 ans. Donc le vétérinaire va vous donner les recommandations à ce sujet-là. Les vermifuges à chaque année, les préventifs puces-tiques aussi à chaque année. C'est sûr qu'au Québec, il y a des mois où c'est moins problématique, que les parasites sont moins actifs, mais comme la météo nous joue des tours au Québec, les tiques peuvent être actives à partir de 0 degré, donc il peut en avoir là n'importe quand là, dans la saison d'hiver. Donc, c'est important là, d'être à l'affût de tout ça. Et évidemment, la stérilisation là, vers la fin de la première année, le vétérinaire va vous suggérer là, le meilleur moment pour votre animal à vous là, de faire ça. Ce qui est important, évidemment, de faire des examens récurrents, c'est que, comme l'adage dit, un animal vieillirait d'environ 7 ans par année. C'est pas complètement faux, donc c'est important là,
de pouvoir rattraper les problèmes au début plutôt que quand les dommages sont faits, là. Puis dis-moi, on entend beaucoup parler de la maladie de Lyme depuis plusieurs années déjà, mais là, je sais qu'il y a de plus en plus de cas aussi dans les Basses-Laurentides. Puis on nous réfère souvent, en fait, on nous suggère souvent de vacciner nos chiens, surtout s'ils se promènent dans des milieux plus sauvages. Dis-nous, dans le fond, c'est quoi l'importance, en fait, de protéger nos chiens contre cette maladie-là? À cause probablement du réchauffement climatique, les tiques sont vraiment plus présentes, beaucoup plus de cas de maladies. Et c'est une maladie un peu... les symptômes sont pas précis, donc ça peut être un peu n'importe quoi. Et si on diagnostique rapidement le problème, ben il y a plus de chances qu'on réussisse à traiter l'animal. Le filet de sécurité, parce que c'est la prévention, la première ligne d'action. Je me trompe pas de penser justement que c'est pas évident pour l'équipe ici de faire face à des clients qui, des fois, ont peut-être pas les moyens de payer pour les traitements qui soulageraient leurs animaux. Exemple, chez le mécanicien, si le mécanicien me dit que mes freins vont coûter de remplacement 800 $, je pourrais pas dire au mécanicien, mais écoutez, moi je pense que ça vaut juste 400 $, donc c'est tout ce que je vous paye. On a des frais nous aussi à payer, donc on n'a pas le choix. Et contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas des salaires, malheureusement, si élevés que ça. Là, donc, c'est difficile là, de se faire dire ben, si tu ne soignes pas mon animal gratuitement, c'est parce que tu n'aimes pas les animaux. Quand, au contraire, on fait ce métier-là par passion. Ben oui, c'est votre vocation. Puis je me trompe pas, hein, le métier de vétérinaire est un des métiers où il y a le plus haut taux de suicide. Oui, absolument. Malheureusement, oui, le taux de suicide est beaucoup trop élevé. Il y a des genres de regroupements ou d'appels à l'aide, comme MOM, là, qui essaient de contrer ça. Ouais. Puis là, sachant cela, c'est sûr que quand on a un chien, c'est presque un luxe aujourd'hui. Hein? Donc, justement, c'est certain que pendant la vie de notre chien, on va avoir affaire à des frais médicaux. Donc, sachant ça, comment les gens peuvent se préparer? T'sais, combien il faut budgéter à peu près quand on a un chien? Puis, est-ce que les assurances animales, ce serait une bonne option? Un chien de 7 kilos, donc un 15-16 livres, par année, va coûter entre 3 300 et 4 000 $. Donc, c'est beaucoup de sous. Même que la MVQ, là, qui est l'Association des médecins vétérinaires du Québec, proposait de mettre un 6 $ par semaine pour les imprévus seulement. C'est important de le prévoir. La première année peut être plus dispendieuse justement parce qu'il y a des séries de vaccins, comme je vous l'expliquais tantôt. Il y a la stérilisation et les dernières années peuvent être coûteuses aussi parce qu'un chien senior peut avoir besoin de soins comme des dentisteries, les dents sont moins belles, les articulations, des choses comme ça. Donc, c'est important de bien budgéter. La nourriture, une bonne qualité de nourriture, parlez-en avec les techniciens, techniciennes, vétérinaires. Ce sont les spécialistes en santé animale avec des diplômes reconnus comme vos médecins, vos infirmières et tout ça. Donc, c'est important là, d'avoir une nourriture de bonne qualité. Ça va vous éviter peut-être des frais vétérinaires non utiles là, du fait que la nourriture est de bonne qualité. Les assurances, comme tu parlais, oui, ça prend une grosse place. C'est de la prendre en bas âge parce qu'en bas âge, il y a moins de restrictions que s'il a déjà fait des otites ou d'autres problèmes de santé quelconques qui vont malheureusement probablement être exclus de l'assurance. Donc, prendre ça en bas âge, il y en a une panoplie d'assurances. Moi, comme intervenante en comportement canin, j'ai souvent des clients qui me contactent parce qu'ils ont constaté un changement de comportement soudain chez leur chien, puis ils veulent faire affaire avec moi pour qu'on travaille ça. Mon premier réflexe, moi, c'est de leur suggérer de prendre rendez-vous avec leur vétérinaire pour un petit bilan de santé. Donc, justement, pourrais-tu nous dire comment la santé peut avoir un impact sur le comportement du chien? Puis ce serait quoi un peu les signaux à observer qui nous dit qu'il est le temps de prendre rendez-vous? Bien, tu as un super bon réflexe, Sophie, de faire ça parce qu'effectivement, comme les animaux ne peuvent pas nous parler avec des mots, ils nous parlent avec des changements de comportement, des choses comme ça. Donc oui, c'est important d'éliminer après ma barre, les problèmes médicaux. S'il mange moins, si votre animal était propre, puis là, il s'échappe, s'il bouge moins, il se lèche, il se gratte, des choses comme ça, ça peut vous indiquer qu'il ne va pas bien. Donc oui, on élimine premièrement les problèmes de santé. Par la suite, si la santé de l'animal semble bien, que le vétérinaire n'a rien décelé,
oui, d'aller voir avec un spécialiste en comportement canin pour désensibiliser d'une peur ou des choses comme ça. Et même les spécialistes là, en comportement canin peuvent travailler conjointement avec le vétérinaire parce que des fois, pour faire ce travail-là, le vétérinaire peut prescrire une médication là, adaptée. Stéphanie, de nos jours, il y a énormément d'informations qui circulent, entre autres à travers les médias sociaux, puis ça touche tous les aspects du chien, hein? La santé physique, la nourriture, le comportement canin. Bref, ça devient très difficile pour les gens du public de savoir quoi croire. Fait que peux-tu nous dire en quoi les vétérinaires et leurs équipes demeurent des sources fiables à consulter en cas de questionnement? Les réseaux sociaux ont plein d'informations, puis comme dans n'importe quoi, il y a des bons puis des mauvais transmetteurs d'informations. Donc, Dr Google en est un exemple. N'importe qui, hein, j'apprends rien à personne, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet et surtout avoir de l'air crédible. Donc, de faire affaire avec des vétérinaires, des techniciens et techniciennes, ben ça permet d'être sûr d'avoir des gens de sources fiables avec une formation adéquate. On a des responsabilités professionnelles, donc on peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment à n'importe qui. Là, on est régi, donc c'est important là, de faire affaire avec les vrais professionnels. Oui, puis vous vous tenez à jour dans vos connaissances, vos compétences aussi, donc forcément, vous êtes au fait des dernières avancées de la science en matière de santé animale. On n'a pas le choix, effectivement. Ben oui. Puis sur une touche plus personnelle, toi, Stéphanie, c'est quoi ton bonheur canin? Bien, c'est sûr que en clinique, de voir différents chiens, chats, avec tous leurs tempéraments différents, leur bonne humeur, leurs craintes et tout ça, c'est toujours plaisant. Et pour moi, c'est ça ma thérapie. Wow! Bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai des chiens et je sais à quel point un bon vétérinaire et une bonne équipe autour de lui, c'est des alliés pour nous, hein. Vous nous aidez tellement quand on se questionne puis qu'on s'inquiète quand nos chiens ont des pépins de santé. Fait que merci pour le beau travail que vous faites. Puis, j'invite vraiment les gens à s'appuyer et à faire alliance avec leur hôpital vétérinaire de quartier. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour Francine, bienvenue à Bonheur Canin. Bonjour Sophie, merci de l'invitation. Je suis très heureuse. Bien, ça me fait plaisir à moi aussi de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. En fait, le sujet de l'émission, c'est la santé des chiens, donc autant la santé physique que la santé mentale. Donc, ça inclut aussi, évidemment, les troubles de comportement. Toi, tu es consultante certifiée en comportement canin, donc tu accompagnes des clients qui ont toutes sortes de défis avec leurs chiens. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton approche, de tes valeurs, puis de c'est quoi ta vision d'une relation humain-chien. Premièrement, mon approche, c'est 3 points. C'est vraiment le respect, c'est la communication et c'est la bienveillance. Ma philosophie, c'est vraiment le respect profond de l'animal comme il est, parce que l'objectif, c'est de créer une relation solide. Parce qu'une relation solide, c'est la base de toute cohabitation, incluant des cohabitations interespèces. Alors, tout ça, c'est venu parce que je suis en formation depuis 2010. Alors, j'ai exploré différentes philosophies, j'ai essayé différentes choses pour vraiment réaliser que cette approche, c'est celle-là qu'on obtient les meilleurs résultats et aussi on tient compte des émotions de l'animal. J'ai fait des ateliers, dont un avec Jean Lessard, c'était au Wolf Park en Indiana, où on a eu à entraîner des loups. Alors, quand on travaille avec un loup, là, on ne dit pas de non. On ne tire pas sur la laisse, puis on ne donne pas des petits coups sur le côté parce que le loup, il va peut-être vous manger. C'est vraiment vrai dans ce cas-là. Ouais. Fait qu'il faut vraiment apprendre à observer l'animal, à agir pour le mettre en réussite, pour nous mettre en réussite. Alors, c'est vraiment extraordinaire comme expérience. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est l'humain. Parce que c'est bien beau le chien, mais aussi c'est de mettre l'humain autant en réussite que le chien. Fait que je m'assure de créer des situations où l'humain va être en réussite par des exercices qui vont être faciles. Fait que justement, ce serait quoi les éléments clés d'une bonne relation humain-chien puis d'une communication claire avec lui? 5 clés qui sont importantes pour moi. En premier, c'est la confiance. Il faut vraiment, dans un premier temps, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien qui va arriver.
Fait que comment établir une relation de confiance? C'est avec des interactions positives. La technique de renforcer le comportement souhaité tout de suite au moment où le chien le fait, bien, plus vous faites ça, plus vous allez créer une relation de confiance avec votre chien. C'est vraiment important, les interactions positives. La deuxième, bien, c'est sûr qu'une clé qui est très importante, c'est la communication. Alors, la communication, c'est vraiment les apprentissages, apprendre à lire le chien, répondre à ses besoins, être capable de comprendre les émotions de l'animal, parce que c'est prouvé ça aussi. Les animaux, les chiens éprouvent des émotions primaires comme la joie, la colère, la tristesse, le dégoût. Le dégoût. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions que le chien va exprimer. Alors ça, c'est vraiment important. La cohérence. Tu sais, des fois, on rentre dans la maison, « Oh, je le sais que tu as fait quelque chose! » Parce que juste avoir le chien, on le sait, il a fait soit un dégât, propreté, une bêtise ou quoi que ce soit. Fait que quelquefois, il faut faire attention quand on dit que notre chien a fait quelque chose qui était vraiment... qu'on pense qu'il était coupable, parce que, dans le fond, il réagit à notre réaction à nous et non parce qu'il était coupable. Une autre clé importante, c'est la motivation. Ouais. Qu'est-ce qui va motiver votre chien? C'est comme la chose à découvrir. C'est sûr que le chien, il y en a que ça va être de la nourriture, il y en a que ça va être des câlins, des jouets, du jeu, ça va être de se faire caresser, ça va être de s'asseoir à côté de vous, d'aller marcher. Chaque chien, c'est un individu. Ma dernière clé, c'est le plaisir et la routine. Alors, d'installer des moments de plaisir dans le quotidien de l'animal, c'est vraiment génial. Chez moi, je le fais. Je vis avec 4 chiens. Wow. Alors, puis j'ai des poules. Alors, le matin, on fait toujours notre sortie pour aller aux poules. Et les chiens, ils anticipent ce moment-là parce que c'est un moment de recherche. Alors, c'est un moment où on fait un pique-nique à l'extérieur. Alors, je le lance soit de la bouffe dans le gazon, des gâteries, peu importe. Puis, ils en ont dans 4 directions différentes. Fait que là, ils vont aller sentir, ils vont prendre. Après, ils vont aller voir si l'autre n'a pas fini, s'il en reste. Alors, ils vont passer beaucoup de temps. Fait qu'ils vont dépenser beaucoup de temps avec leur museau. Quand on adopte un chien, on rêve toujours d'avoir une relation fantastique avec lui. On veut que ce soit parfait, que le comportement soit impeccable en tout temps. Toi, dans ta pratique, Francine, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus souvent avec tes clients? Bien, des fois, la première problématique, je vais vous énumérer par la suite, c'est vraiment que les gens fassent la différence entre un comportement normal et un comportement anormal. Par exemple, un chiot qui mordille, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, il va mordiller, mais c'est quelque chose qu'on peut rediriger facilement parce qu'il explore, parce qu'il fait ses dents, il a besoin de mordiller. Alors ça se travaille vraiment bien, puis les gens, c'est pas long qu'ils peuvent récupérer. C'est quand c'est pas traité que ça devient des morceaux, que là, ça devient un problème de comportement. Ou j'ai vu aussi des personnes qui trouvaient ça drôle. Mettons, il va se chamailler, puis le chien grogne, puis il veut attaquer. Bien, moi, je trouve pas ça cute. Parce que là, on s'attelle pour créer vraiment un problème de comportement où il y a un risque de morsure. Mais ce que je traite le plus souvent, c'est la réactivité canine, la réactivité humaine, aussi les chiens qui réagissent aux humains, qui réagissent aux enfants, qui réagissent à différentes choses, différents bruits, et aussi les chiens comme lui, berger, alors qui aiment poursuivre, c'est un patron moteur, c'est instinctif. Oui. Je peux pas y enlever ça, il y a ça, c'est inné. Ah oui, il a été construit pour ça, hein? Il a été développé comme ça. conçu génétiquement pour faire ça et il a pratiqué. Donc, pour lui, c'est vraiment important. Puis le chien qui exprime pas son patron moteur, bien, il va devenir en frustration. Et là, il va commencer à poursuivre des vélos, des cyclistes, des joggers, puis là, il devient vraiment dangereux. Fait que ça, c'est de trouver, j'aide les gens à trouver comment on peut exprimer ce comportement-là pour diminuer cette génétique-là. On ne l'enlèvera jamais, elle va toujours rester. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est des peurs et des phobies. Peur des orages, peur des feux d'artifice,
peur, des phobies. Une phobie, c'est pire que la peur, c'est que là, ça s'est transformé. Fait qu'il faut vraiment travailler à changer la perception de l'animal. Donc, on voit que les problèmes de comportement peuvent être nombreux, peuvent être multiples. Tu parles de protection de ressources. Quand on a un chien qui réagit comme ça, quand on s'approche de lui, ou même des chiens qui sont irritables ou des chiens imprévisibles, ça peut être inquiétant pour les propriétaires de chiens, surtout s'ils ont de jeunes enfants à la maison. Fait que comment on peut faire pour un peu coacher nos enfants, pour les préparer, pour qu'ils apprennent à respecter l'espace du chien et aussi connaître les signaux à ne pas franchir, si on veut, pour éviter que le chien réagisse trop fort et qu'il y ait au pire même une morsure? Effectivement, il arrive beaucoup d'incidents, puis on sait que la vitesse de réaction d'un chien, c'est 0,2 secondes. L'humain, c'est 1 seconde, donc jamais un humain qui va arriver. Donc, il y a une éducation à faire avec les enfants. Je vous dirais, souvent, le danger arrive quand les enfants commencent à marcher parce qu'ils font pas attention, ils vont rapidement, ils vont aller dans le plat du chien. Fait qu'il faut avoir de la gestion déjà en partant, la gestion de l'environnement avec des barrières, avec puis de la supervision. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de période avec le chien et l'enfant, mais c'est supervisé. Faut vraiment apprendre à l'enfant qu'est-ce que c'est le langage, qu'est-ce qu'il veut dire, comment on l'approche. Est-ce qu'on l'approche quand il dort? Est-ce qu'on va le déranger? Est-ce qu'on saute dessus? Fait qu'il faut créer des endroits comme on ferait avec un jeune enfant. On ne le laissera pas dans le milieu du salon. Il va être avec nous dans sa chaise. Bon, ben c'est un peu la même chose avec les deux. Puis on crée des situations positives entre les deux. Donc, on lui apprend à lancer la nourriture, on lui apprend à lancer la balle, mais le parent est là tout le temps. Puis, graduellement, on peut donner... L'enfant peut aussi aider à aller déposer le plat d'eau, mais tout en supervisant. Pour les gens à la maison qui vivent des problématiques avec leur chien, à quel moment on devrait commencer à s'inquiéter, puis à quel moment, surtout, on lève la main pour demander de l'aide de professionnels comme toi? Ça peut arriver si le chien, du jour au lendemain, devient irritable puis qu'il ne l'a jamais été. Ça peut être aussi un changement dans ses habitudes alimentaires. Le chien ne mange plus parce qu'il y a des travaux de voirie à l'extérieur. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Il refuse de passer sur une rue auparavant qu'il passait. Ça peut être invivable. Genre, on peut plus recevoir de personnes, on peut plus aller marcher, on est stressé tellement quand on sort, quand la vie devient désagréable, finalement. Comment on peut prévoir les troubles de comportement? Donc, comment on peut agir en amont pour éviter que ça se développe en problème plus grave? C'est vraiment à la base, est-ce qu'on choisit un chien pour nous? Pour le genre de vie qu'on a à faire. Est-ce qu'on vit en appartement? Est-ce qu'on est sédentaire ou pas? C'est sûr que si j'ai un husky puis je vis d'un 3e étage puis j'ai pas le temps d'y faire de l'exercice, ben c'est pas bien bon. C'est sa socialisation aussi entre 3 et 14 semaines. C'est très, très, très important. Puis ce que les gens oublient souvent, ils arrêtent la socialisation après 14 semaines. Mais on continue toute la vie, puis c'est important de respecter le rythme de l'animal dans ce dossier-là. C'est l'éducation qu'on va y donner, l'encadrement qu'on va y donner. C'est vraiment répondre à ses besoins aussi. Un chien, la science dit qu'un chien a besoin de dépenser de 3 à 6 heures d'activité par jour. Alors, comment on fait ça? 1 heure de mastication, vaut 3 heures d'activité. 15 minutes de réflexion cognitive, ça vaut 2 heures et demie d'activité. Puis, c'est le plaisir aussi. Récemment, tu as lancé un jeu qui s'appelle Pitou Complice. Peux-tu nous en dire plus brièvement sur ce jeu-là puis où on peut l'acheter? C'est un projet qui me tient à cœur, qui a été créé en collaboration avec une collègue, Marie-Josée D'Amico, qui est aussi intervenante en comportement canin. Et nous avons les deux la même vision au niveau de l'humain, de la relation humain-chien. Puis, après observation, on a observé que souvent, les gens n'ont pas le temps, ils sont pressés, ils manquent d'idées, c'est toujours la même chose. L'idée, c'était de procurer aux gens une variété d'activités, non pas toujours la même, mais basée sur la carte du jour. Au lieu d'être une pensée du jour, on pige une carte et à l'arrière, il y a un petit protocole qui dit comment faire et ça explique les bienfaits de l'activité. Puis, en plus, ça s'adresse à tous les chiens, qu'ils soient jeunes, vieux, toutes les personnes expérimentées, non expérimentées. Puis, pour terminer, Francine, dis-nous, toi, c'est quoi ton bonheur canin? Bien, moi, mon bonheur canin, écoute, c'est d'être au quotidien avec mes chiens. Mes chiens, c'est vraiment
malgré tout ce qui peut arriver dans le monde, aussitôt que je les vois, ils me font rire, ils me font sourire. Ils sont près de moi, je vais marcher, ils sont là, ils me font rire, ils se bousculent. Il y a comme tout observer leur interaction. C'est d'excellents professeurs, au fait. Ils dorment avec nous. J'aime les voir, finalement. Ah, fantastique. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Francine. J'espère que notre échange aujourd'hui va aider à conscientiser les gens à la maison qui vivraient des problématiques avec leur chien, qu'ils ne sont pas seuls. Ça ne sert à rien d'être gêné, d'avoir honte, mais qu'il faut qu'ils lèvent la main et qu'ils viennent chercher de l'aide auprès de professionnels parce qu'il y a des solutions. Merci infiniment de ton invitation. Alors voilà ce qui termine la toute dernière émission de Bonheur Canin. J'espère que mes rencontres avec les différents experts qu'on a rencontrés tout au long de la saison vous ont permis d'apprendre plein de choses à propos de cette fascinante espèce qu'est le chien. Et là, si vous aviez en tête de mettre en pratique tous les concepts qu'on a vus durant la saison, eh bien, ça risque d'être très décourageant et ce ne sera pas réaliste. Nos chiens ne sont pas parfaits, alors nous non plus, comme propriétaires de chiens, on ne peut pas être parfaits. Par contre, l'important, c'est de faire de notre mieux. Alors, s'il y a 1, 2 ou 3 petites choses que vous avez retenues de nos émissions et qui vous semblent réalistes de mettre en place dans votre relation avec votre chien, eh bien, je vous invite à le faire. Déjà, ce sera une grande amélioration et je suis persuadée que le bonheur de votre chien n'en sera que rehaussé et le vôtre aussi, je vous le garantis. Et n'oubliez pas qu'il y a dans les Basses-Laurentides de nombreuses ressources dans le domaine canin qui sont disponibles pour vous aider. Notre travail à nous, c'est de vous accompagner dans les différents défis que vous vivez avec vos chiens. Alors n'hésitez pas, ne restez pas seul et faites appel à nous. Des fois, c'est des petits détails qui font toute la différence. Des fois, c'est un travail d'un peu plus longue haleine, mais l'important, c'est d'être encadré et c'est pour ça qu'on est là pour vous et pour rehausser le bonheur canin. Alors, merci d'avoir été avec nous et si vous voulez revoir nos différents épisodes, rendez-vous sur tvbl.ca ou encore sur notre chaîne YouTube.